Nous avons besoin d'employés plus coopératifs. C'est ce qu'ils ont dit. Je m'appelle Clara, j'ai 34 ans et j'étais coordinatrice de projet chez Valtrex Solutions à Lyon depuis 5 ans. 5 années à gérer des budgets clients, à respecter des délais impossibles et à me taire chaque fois qu'Antoine ouvrait la bouche. Antoine, c'était mon supérieur. Il s'imaginait que son titre lui donnait des droits. L'entreprise prévoyait une expansion à Montpellier. Nouveaux secteurs, nouveaux clients, nouvelles opportunités. J'espérais une promotion, peut-être responsable d'équipe sur cette mission. Mais Antoine m'a convoqué dans son bureau un mardi matin pour m'annoncer le déplacement professionnel. « Toi et moi seulement », a-t-il dit en se penchant en arrière sur sa chaise. « On devra rester sur place, analyser le marché, rencontrer des partenaires potentiels. » Et puis ce sourire que je ne supportais plus. Peu de chambres disponibles. Contexte budgétaire, tu comprends? Il va falloir partager. Je l'ai regardé. 5 années de regards insistants, de commentaires déplacés sur mes tenues, de prétextes pour se rapprocher lors des réunions. J'avais toujours évité le conflit, tout gardé strictement professionnel. Mais là, c'était trop. Ça n'arrivera pas, j'ai répondu. Son sourire a disparu. Pardon? Non. Je ne partagerai pas de chambre avec toi. Il s'est redressé. Sa voix a baissé. Clara, tu interprètes mal cette mission. C'est strictement professionnel. Alors prenons 2 chambres. Le budget ne le permet pas. Dans ce cas, je ne pars pas. On s'est fixé, chacun de notre côté du bureau. En 5 ans, je n'avais jamais été aussi directe avec lui. J'avais détourné, contourné, mais jamais dit non aussi franchement. Je vois, a-t-il lâché après un long silence. Je vais devoir revoir ton rôle sur ce projet. J'ai hoché la tête et je suis sortie. Mes mains tremblaient, mais mon visage est resté impassible. Je me suis rassis à mon bureau et j'ai tenté de me replonger dans les rapports trimestriels. Mais je savais ce qui allait suivre. Les hommes comme Antoine ne supportent pas qu'on leur dise non. Surtout pas une femme. Surtout pas une femme qu'ils pensent contrôler. J'avais travaillé trop longtemps à ses côtés pour ne pas anticiper sa réaction. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quelle vitesse ça allait tomber. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel des ressources humaines. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si c'est la première fois que vous tombez sur cette histoire, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous aussi, on vous a déjà écarté injustement alors que vous faisiez tout bien. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que je me demande toujours, ce genre de dérive en entreprise, c'est un cas isolé, ou ça arrive partout? J'avais commencé chez Valtrex juste après mon master en gestion. J'étais endettée jusqu'au cou à cause des études et j'avais besoin d'un salaire stable. L'entreprise gérait la logistique de production pour plusieurs groupes industriels de la région. Pas un boulot glamour, mais fiable. Antoine m'avait embauché lui-même. À l'époque, il dirigeait le département. Charmeur en entretien, il m'avait posé des questions sur mes ambitions, sur ma vision à 5 ans. Il avait fait mine de croire en moi. Pendant la première année, tout s'était bien passé. Il était un bon chef, à l'écoute, exigeant mais juste. Puis les remarques ont commencé. Des petites phrases glissées mine de rien. « Tu es rayonnante aujourd'hui, Clara. Cette couleur te va à merveille. » J'ai d'abord cru à de la politesse. Mon père m'avait toujours dit que dans le monde professionnel, les femmes devaient avoir la peau dure. Mais au bout de 3 ans, c'est devenu autre chose. Il posait sa main sur mon épaule pendant les réunions, se rapprochait délibérément quand on analysait des documents, me demandait avec insistance si j'avais un compagnon, ce que je faisais le week-end. Le jour où je me suis fiancée à Romain, son comportement a changé du tout au tout. Il est devenu froid, cassant. Mes évaluations se sont dégradées sans raison. Et puis, après ma rupture avec Romain 2 ans plus tard, Antoine l'a su avant que je n'en parle à quiconque au bureau. Soudain, les compliments sont revenus. Les regards, les déjeuners professionnels qu'il proposait à 2. J'ai développé mes propres stratégies. Je ne restais jamais tard si Antoine était encore là. Je laissais toujours la porte ouverte pendant nos entretiens. J'apportais mon café de chez moi pour éviter la cuisine où il aimait m'aborder. Je pensais gérer la situation. Mes collègues avaient remarqué. Hélène, en comptabilité, me lançait des regards compatissants. Samir du service technique se plaçait instinctivement entre nous lors des événements de l'entreprise. Mais personne ne disait rien. C'est comme ça dans les petites structures. Tout le monde sait,
mais personne ne veut être celui qui parle. J'aurais dû signaler Antoine depuis longtemps, mais j'avais besoin de ce travail. Et Antoine plaisait aux dirigeants. Il ramenait du chiffre, il atteignait ses objectifs, il jouait au tennis avec le directeur général. Moi, j'étais remplaçable. Lui, non. Le déplacement à Montpellier, c'était son coup de poker. Hors du bureau, loin des témoins. Juste lui et moi. Quand je l'ai repoussé, j'ai vu son vrai visage pendant une fraction de seconde. Je n'étais pas une collaboratrice à ses yeux. Pas une professionnelle. Juste un objectif qu'il croyait en passe de conquérir. Il s'était préparé depuis des mois, peut-être des années. Je l'ai forcé à précipiter son plan. Le jeudi matin, à 11h15, la responsable RH m'a appelée. « Clara, peux-tu descendre en salle de réunion B ? On doit discuter de ta situation professionnelle. » Mon ventre s'est noué, mais ma voix est restée calme. J'arrive tout de suite. J'ai sauvegardé mon travail, pris un carnet et je suis descendue. Nadège m'attendait, avec Antoine et un inconnu en costume. « Clara, voici maître Martin, de notre service juridique. » Je me suis assise, les mains croisées, le visage fermé. « Nous avons reçu plusieurs signalements concernant ton comportement au sein des équipes. Un manque de collaboration, des refus d'instruction managériale, un climat tendu. » J'ai regardé Antoine. Il fixait ses mains dans le rôle du chef peiné contraint de recadrer une employée difficile. Je vois. Pouvez-vous préciser ces signalements ? L'avocat a ouvert son attaché-case et sorti un dossier. Monsieur Lefebvre a recensé plusieurs cas d'insubordination, de comportement non professionnel, de refus de mission. J'ai répété lentement. Comportement non professionnel. Nadège a hoché la tête. Nous prenons cela très au sérieux. Après réflexion, la direction a décidé de mettre fin à ton contrat avec effet immédiat. Je suis restée là quelques secondes, le temps d'encaisser. 5 années d'évaluation positive, de projets menés à terme, de clients exigeants, gérés avec professionnalisme. Et soudain, j'étais le problème. Ton attitude nuit à l'ambiance de travail, a conclu Antoine en me regardant enfin. Nous avons besoin de gens plus coopératifs. Le mot était lâché. Coopérative. C'est ça qu'il attendait de moi. Je comprends, ai-je dit. Puis-je poser une question sur les indemnités ? L'avocat a fait glisser un document vers moi. 2 semaines de salaire, à condition de signer une clause de confidentialité. Clairement, ils achetaient à mon silence. Je l'ai lu rapidement. Ne pas nuire à l'image de l'entreprise, ne pas parler des circonstances du licenciement, renoncer à toute action judiciaire. Je vais devoir montrer ça à mon avocate, ai-je répondu. Antoine a crispé la mâchoire. C'est ton droit. Mais l'offre expire ce soir à la fermeture des bureaux. J'ai hoché la tête, me suis levée et j'ai serré la main de Nadège. Merci pour cette expérience. J'ai beaucoup appris. Je suis retournée à mon bureau, j'ai rangé mes affaires et je suis sortie sans un mot, sans me retourner. Pas de scène, pas d'adieu. Mais en montant dans ma voiture, je n'ai pas ressenti de honte. Pas même de colère. J'ai ressenti quelque chose d'autre. De la clarté. Antoine croyait m'avoir réduite au silence. Qu'il s'était débarrassé d'un obstacle. Mais il m'avait surtout libérée. Je n'avais plus besoin de ce job. Et ça changeait tout. Une fois rentrée chez moi, je me suis fait un café et je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai relu leur contrat et je n'ai rien signé. À la place, j'ai appelé Émilie, la sœur de mon ex-fiancé. Elle avait terminé son droit 2 ans plus tôt et travaillait dans un cabinet reconnu en centre-ville. On s'est donné rendez-vous le samedi suivant. Elle a lu le document en fronçant les sourcils. 2 semaines pour 5 ans de service ? C'est une gifle. Tu peux déposer plainte pour harcèlement sexuel, représailles, licenciement abusif. Mais il faut des preuves. Tu as quelque chose d'écrit ? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les messages. 3 mois de textos d'Antoine en dehors des horaires, des invitations à dîner, des remarques sur mon physique, des allusions de plus en plus directes. Émilie a levé les yeux. C'est bon ça. Et le voyage à Montpellier ? Tu as une trace ? J'ai enregistré la conversation, ai-je dit. Elle m'a regardée, surprise. Tu as enregistré ton supérieur en train de te faire des avances ? J'ai commencé à tout enregistrer, après qu'il m'a coincée dans la cuisine il y a 1 mois. J'ai senti que ça allait mal finir. Elle s'est adossée, plus confiante. Clara, ton dossier est solide. Mais il faut savoir dans quoi tu t'embarques.
Ce genre de procédure peut durer des années. Et Valtrex a les moyens de se payer des cabinets puissants. J'ai passé tout le week-end à y réfléchir. Le lundi matin, j'ai déposé une plainte officielle. Ils m'ont fixé un entretien pour la semaine suivante. Et c'est là qu'Antoine a fait sa plus grosse erreur. Le mardi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Garnier? Ici Maître Chêne, représentant légal de Valtrex Solutions. Il paraît que vous avez sollicité des conseils juridiques suite à votre départ. C'est exact. Je tiens à être clair. L'accord de confidentialité que vous avez refusé protégeait les deux parties. Sans cela, nous pourrions être contraints d'adopter une posture plus offensive. Que voulez-vous dire? Nous avons accumulé des preuves de dysfonctionnement vous concernant depuis plus de 2 ans. Retard, plainte de clients, manque de respect hiérarchique. Si un contentieux débute, nous produirons ces éléments pour démontrer que votre licenciement était fondé. J'ai senti une boule dans le ventre. Vous me menacez? Je vous expose les réalités juridiques. L'offre tient jusqu'à ce soir. Après cela, toute discussion sera revue à la baisse. Il a raccroché. J'ai appelé Émilie immédiatement. Ils vont inventer des fautes pour m'intimider. Qu'ils essaient. Tu as bien 5 ans d'évaluation irréprochable? Oui. Et les mauvaises notes ont commencé quand? J'ai fouillé mes mails. Mars et juin. Juste après avoir décliné ces invitations. Parfait. C'est de la représailles pure. Le timing parle pour toi. Mais le lendemain matin, tout a basculé. Mon compte mail professionnel avait été désactivé, ce qui était logique. Mais en accédant à ma boîte personnelle, je me suis aperçu que les messages que j'avais transférés depuis le bureau avaient disparu. Les copies de mes entretiens, mes évaluations, tous mes documents, tout effacé. J'ai contacté mon fournisseur. Requête judiciaire. Suppression ordonnée par décision de justice. Quelle décision? Contacter la partie requérante. J'ai paniqué. J'ai appelé Émilie. Ils ont tout supprimé. Mes preuves personnelles. Elle a mis un long moment avant de répondre. Clara, à qui on a vraiment affaire? J'ai fait des recherches. Et j'ai compris. Valtrex Solutions n'était qu'une filiale. Leur maison, mère, Kermap Industries, collaborait avec des ministères sur des projets sensibles. Contrats gouvernementaux, défense. Les avocats de ce genre de boîte savent comment enterrer les problèmes. J'ai passé 3 jours enfermée chez moi, paralysée. Mon dossier était vide, mon espoir envolé. Leur message était clair, ils étaient prêts à tout. Puis le mercredi soir, quelqu'un a sonné à ma porte. C'était Hélène, la comptable. Elle avait l'air nerveuse, un sac à la main. « J'espère que ça ne te dérange pas que je vienne », m'a-t-elle dit. « J'ai noté ton adresse dans l'annuaire interne avant qu'ils ne le mettent pas à jour. » Je l'ai fait entrer. On s'est assise, je nous ai servi du café et j'ai attendu qu'elle parle. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Le déplacement à Montpellier, ton licenciement. Je voulais que tu saches que tu n'es pas la première. Ma tasse s'est arrêtée à mi-chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 ans, une autre collègue, Sophie Lemoine, travaillait en relation client. Antoine lui a fait des avances. Elle a refusé. Peu après, elle a été licenciée pour baisse de performance. Elle a porté plainte? Elle a essayé. Elle a engagé une avocate. Mais l'entreprise l'a noyée sous les procédures. Ils ont étiré le processus jusqu'à ce qu'elle n'ait plus les moyens de continuer. Elle a fini par signer un accord à l'amiable, juste pour retrouver la paix. Hélène a ouvert son sac et en a sorti une clé USB. Mais elle avait tout gardé. Tous les mails, ses évaluations, ses échanges avec Antoine. Et quand elle a appris ce qui t'était arrivé, elle m'a demandé de te remettre ça. Je suis restée figée. Pourquoi ne s'en est-elle pas servie? Son avocate lui a dit que seule, ce ne serait pas suffisant. Une parole contre celle d'un cadre. Mais à 2, c'est autre chose. Elle a ajouté, d'un ton plus bas. Et moi aussi, j'ai des choses. J'ai pris des notes. Chaque fois que j'ai vu Antoine franchir la ligne, chaque remarque déplacée, chaque moment où il s'est vengé contre quelqu'un. Je ne savais pas quoi en faire. Jusqu'à maintenant. Elle a sorti un dossier de son sac. 5 ans de notes. Des dates. Des noms. Des témoins. J'espérais qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de parler. J'ai ouvert le dossier. Des pages et des pages écrites à la main. Des récits précis, détaillés, de ce que j'avais subi.
et ce que d'autres avaient vécu avant moi. Pourquoi tu fais ça, Hélène? Elle a baissé les yeux. J'ai une fille. Elle a 22 ans. Elle commence tout juste sa carrière. Je ne veux pas qu'elle traverse ce que toi, Sophie, et moi avons vécu. J'ai senti un frisson me traverser. Il t'a harcelé aussi? Elle a hoché la tête. Dans une autre entreprise. Il y a longtemps. J'étais jeune. J'ai eu peur. Et je n'ai rien dit. Et je le regrette depuis 20 ans. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie. Hélène m'avait donné son numéro. Je me demandais quand quelqu'un m'appellerait, a-t-elle dit. Quand j'ai appris qu'Antoine était toujours en poste, je savais qu'un jour, ça recommencerait. Tu veux m'aider? J'attendais qu'on me le demande. Ma clause de confidentialité ne couvre que mon cas personnel. Si tu déposes plainte et que je suis appelée comme témoin, je peux tout raconter. Et si Valtrex riposte? Elle a éclaté d'un rire sans joie. Ils ont déjà ruiné ma carrière. Qu'est-ce qu'ils peuvent me prendre de plus? Le lendemain matin, j'ai appelé Émilie. Cette fois, sa voix sonnait différemment, plus assurée. Avec ces nouvelles preuves, on a un vrai dossier. Plusieurs victimes, des schémas documentés, de la représaille. Ils peuvent effacer des mails, mais ils ne peuvent pas faire disparaître les gens. Quelle est la suite? On dépose une plainte modifiée et on alerte la presse. Émilie m'a mise en contact avec l'associé principal de son cabinet, une avocate nommée Maître Véronique Dumas. Des cheveux argentés, une voix tranchante. Le genre de personne qui fait peur aux directions d'entreprise. J'ai vu ce genre de dossier, m'a-t-elle dit. Des groupes qui se croient intouchables parce qu'ils ont des contrats publics. Mais le droit du travail ne s'arrête pas à la porte d'un ministère. On a bâti une stratégie. D'abord mettre à jour le dossier avec les témoignages d'Hélène et de Sophie. Ensuite, contacter les médias locaux. Véronique connaissait une journaliste de la Tribune de Lyon spécialisée dans les affaires de harcèlement. Enfin, lancer une recherche discrète d'anciennes collègues via LinkedIn pour identifier d'autres victimes potentielles. Ce qu'il faut, c'est de l'élan, a expliqué Véronique. Quand une histoire sort, d'autres voix suivent. Toujours. Mais il fallait agir avec prudence. Valtrex avait montré de quoi ils étaient capables. On ne pouvait pas leur donner d'excuses que pour nous discréditer. Pendant toute la semaine suivante, j'ai envoyé des messages codés à d'anciennes employées. Pas de détails. Juste, je mène une enquête sur certaines pratiques managériales. Accepteriez-vous de me parler en toute confidentialité? Les réponses ont afflué. 7 femmes, en 6 ans, avaient quitté l'entreprise après des tensions avec Antoine. Pas toutes pour du harcèlement, mais plusieurs pour des représailles après avoir refusé ses avances ou tenté de le signaler. Une femme, Amélie Dubois, avait été licenciée après avoir alerté les RH. Une autre, Stéphanie Leclerc, avait été rétrogradée, puis poussée vers la sortie après avoir refusé de participer à un dîner client où Antoine s'était montré odieux. La plus marquante, c'était Sarah Roche. Elle avait été son assistante pendant 2 ans. Jamais porté plainte, trop de responsabilités familiales. Mais elle avait tout consigné dans un journal personnel. Je savais qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de preuves. Je n'étais pas en position d'agir, mais j'ai tout noté. Le vendredi, nous avions les témoignages de 9 femmes étalés sur 6 années. Le lundi matin, Maître Dumas a envoyé le dossier complet aux autorités. Le mardi, la Tribune de Lyon publiait un article. Groupe sous contrat public visé par des accusations multiples de harcèlement. La bombe était lâchée. Le jour même de la publication, l'action de la maison mère de Valtrex a chuté de 12%. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. C'était encore Maître Chêne. Madame Garnier, je pense que certaines de nos communications précédentes ont pu être maladroites. Mon client est désormais prêt à envisager un accord à l'amiable qui répondrait à vos attentes. Quel type d'accord? Une année complète de salaire, des lettres de recommandation positives et une donation à une organisation de défense des droits des femmes. À votre choix. En échange, des clauses classiques de confidentialité. Et pour les autres femmes concernées? Cela nécessiterait des discussions distinctes. J'ai raccroché sans répondre. J'ai immédiatement appelé Maître Dumas. Ils essaient de me séparer du groupe. Classique. Ils veulent t'isoler, te faire taire avant que d'autres témoignages émergent.
Tu as eu des appels de journalistes? 15, depuis hier. Parfait. La pression médiatique fonctionne. Ne donne aucune interview pour l'instant, mais précise bien que tu es représenté par un cabinet et que toutes les options sont sur la table. Le jeudi, un nouveau rebondissement a bouleversé la donne. Le ministère de l'Économie a annoncé une révision complète des contrats publics liés à Kermap Industries en raison des plaintes pour harcèlement en interne. Pour une entreprise dont 60% du chiffre d'affaires venait de marchés publics, c'était un tremblement de terre. Le vendredi, Maître Dumas m'a appelé. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Antoine Lefèvre vient d'être démis de ses fonctions. C'est officiel. Elle a marqué une pause. Et ce n'est pas tout. L'entreprise va créer un fonds de 10 millions d'euros dédié à la prévention du harcèlement et à l'indemnisation des victimes. Et pour les autres femmes, chaque dossier sera examiné individuellement. Et une supervision externe des ressources humaines a été acceptée pour une durée de 5 ans. Je suis restée un long moment silencieuse, assise dans ma cuisine, à fixer par la fenêtre la lumière du soir. 2 semaines plus tôt, j'avais été renvoyée pour avoir dit non à une chambre partagée. Maintenant, c'était Antoine qui avait perdu son poste. Mais il restait encore un appel à passer. Ce n'était pas par vengeance, c'était par principe. Samedi soir, 19h30. Je me suis installée avec un verre de vin et mon téléphone. J'avais mûri cette décision pendant des jours. Une femme méritait d'entendre la vérité. Le téléphone a sonné 3 fois. Allô? Madame Lefèvre? Ici Clara Garnier. J'ai travaillé avec votre mari chez Valtrex Solutions. Silence. J'imagine que vous avez vu les articles. Oui. Je vous appelle pour clarifier un point. Il ne s'agit pas seulement de comportements déplacés au travail. Ce n'était pas juste professionnel. Que voulez-vous dire? J'ai pris une inspiration. Il m'a dit à plusieurs reprises que son mariage était fini, qu'il allait divorcer, qu'il se sentait incompris. Il utilisait ça pour justifier ses tentatives d'approche. Silence prolongé. Il a raconté la même chose à plusieurs femmes, au moins 9 que nous avons recensées. Il disait qu'il attendait juste le bon moment pour divorcer. La voix de Madame Lefèvre a changé, plus dure. Merci pour votre appel. Je peux vous demander quelque chose? Avez-vous des preuves de ce qu'il vous disait à propos de notre couple? J'ai des messages, des enregistrements, et d'autres femmes ont reçu les mêmes types de déclarations. Accepteriez-vous de transmettre ces éléments à mon avocate? Bien sûr. Parfait. Parce que j'ai demandé la séparation cette semaine, et je compte déposer une demande de divorce pour adultère et manipulation morale. 3 mois plus tard, j'ai commencé un nouveau poste chez Nexa Conseil, une entreprise de conseil en stratégie basée à Grenoble. Meilleur salaire, meilleures conditions et surtout une directrice générale qui m'a personnellement contactée après avoir lu l'article dans La Tribune. Grâce à la somme obtenue, j'avais pu prendre le temps de choisir un poste qui me correspondait vraiment. J'avais refusé plusieurs offres de grands groupes qui ressemblaient trop à Valtrex. Je voulais un nouveau départ, dans un lieu où je pouvais reconstruire ma carrière selon mes propres termes. Le divorce d'Antoine a été prononcé en février. Son ex-femme a obtenu la maison, la moitié de sa retraite, et la garde exclusive de leur fille adolescente. Les enregistrements que j'avais fournis ont permis de démontrer des années de manipulation et de mensonges au-delà de la sphère professionnelle. Il a déménagé à Perpignan. Il travaille désormais pour une petite société du BTP, sans responsabilité managériale, sans subordonnée féminine. Son nouvel employeur a mené une enquête complète avant de le recruter. Sophie Lemoine m'a appelé le mois dernier. Elle n'a pas été engagée par une association d'aide aux victimes de harcèlement au travail. Elle finance leur programme juridique avec une partie de son indemnité. Hélène a été promue responsable comptable chez Valtrex après le départ d'Antoine. La nouvelle directrice du service, une femme, a été nommée pour restaurer la culture d'entreprise. J'ai gardé la clé USB qu'Hélène m'avait donnée. Parfois, je la regarde. Je repense à ce mardi matin quand Nadège m'a appelé au sous-sol pour discuter de ma situation. À ce moment-là, je croyais affronter seule un système bâti pour protéger des hommes comme Antoine. Mais je ne l'étais pas. Je ne l'ai jamais été. Les femmes qui m'ont précédée documentaient déjà, notaient, attendaient. Et le jour où j'ai levé la voix, elles étaient prêtes. Parfois, la justice prend du temps. Mais elle vaut chaque seconde d'attente.
Parce que voilà ce que j'ai compris. Tu peux donner ton temps, ton énergie, ton intégrité, et malgré tout, on peut décider de t'effacer comme si tu n'avais jamais compté. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'effacer toi-même. Je ne suis plus cette employée docile, qu'on garde dans l'ombre tant qu'elle ne dérange pas. Je suis celle qui a refusé de se taire, celle qui a transformé l'injustice en clarté. Et si toi aussi on t'a ignoré, utilisé, réduite au silence, alors cette histoire est pour toi. Pour celles qui ont donné sans compter et qu'on a reléguées au second plan. À toi qui as été tenu à l'écart trop longtemps, c'est ton signal. Reprends ta voix. Reprends ta place. Pas en marge. Au centre. Si ce récit t'a parlé, partage-le. Commente. Fais-toi entendre. Parce que le silence peut être un abri, mais il ne doit plus jamais être une prison.